bonjour, bienvenue à tous. Pendant qu'on m'octroie les droits de partage d'écran, je mets la table comme conseiller pédagogique dans une maison d'édition scolaire. Je consultais à l'interne, j'avançais différents projets et la pandémie est venue brasser toutes ces cartes-là. On s'est demandé chez nous comment on pourrait accompagner les enseignants, comment on pourrait offrir du support en bon citoyen corporatif, voilà, comme ça. Dans l'état d'urgence, on aurait pu appeler ça pédagogie de secours, pédagogie de survie. On a lancé un projet qui s'appelle Pédagogie à distance, bêtement. On s'est dit qu'on pourrait ramasser ce qu'on avait de ressources autour de nous, les auteurs, les chercheurs, pour offrir différentes ressources sur différents plateaux aux enseignants de tous les ordres d'enseignement dans toute la francophonie. Vous allez recevoir dans le clavardage, à l'instant, si ce n'est pas déjà fait, un lien vers cette page, ce projet que j'ai le grand plaisir de piloter qui s'appelle Chenelière Éducation, pédagogie à distance. Vous reconnaissez notre logo, là, on a juste ajouté une petite bande verte en dessous. Un fascicule que vous pouvez télécharger, des capsules vidéo qui résument les thèmes des fascicules, des webinaires qu'on a enregistrés, on en a donné des centaines à plus de, je me souviens plus combien de milliers d'enseignants depuis 2 ans. On a commencé ça en juin 2020. Hein. Et les besoins sont, on dirait, jamais comblés. Il y a toujours de la demande. Et on offre en 4e volet, vous allez le voir dans le bas de la page, un service conseil à la carte, un service conseil à la demande. Tous les éléments dont on va parler aujourd'hui peuvent faire l'objet d'ateliers. Faites appel à nous. Je ne l'ai pas dit encore, le service est complètement gratuit. Hein. Accompagnement de votre équipe, activités de création, d'outils, de grilles d'évaluation, de conférences, peu importe le format, on s'adapte à vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, au début, on s'est fait interpeller sur, évidemment, premier sujet, l'évaluation des apprentissages, sans surprise, le lien à créer avec les étudiants, avec les élèves, la motivation de ces élèves-là et leur santé mentale, les stratégies d'enseignement efficace, les stratégies de lecture. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on parlait presque plus de technologie et on devait revenir aux fondements pédagogiques. Contrairement à ce que j'ai lu dans le dernier rapport sur l'état et les besoins de l'éducation au Québec du Conseil supérieur de l'éducation, où on notait que mes collègues du récit avaient beaucoup eu à faire sur les modes d'emploi, comment utiliser l'outil technologique, comment la machine fonctionne pour arriver à donner les cours. De notre côté, on s'est rendu compte que la pandémie exacerbait différentes difficultés, différents problèmes, différents manques dans notre démarche pédagogique. Et j'en suis arrivé, au bout de 2 ans de réflexion, de travail, de rencontres, de lecture, beaucoup de lecture, à cette réflexion que je vous partage aujourd'hui sur le jugement professionnel. Et on va passer par différents éléments qui forment, qu'on soit à distance ou en classe, de toute façon, je pense, des bases solides. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est une réflexion sur l'état des lieux, une réflexion sur votre pratique personnelle. Si vous avez déjà participé à nos ateliers, celui de ce matin est un peu différent dans le sens que nous n'aurons pas beaucoup d'interactivité dans la présentation. Là, j'ai l'habitude d'utiliser différents coups de sonde, sondages anonymes. Il y a beaucoup d'interactivité dans nos ateliers d'habitude. Ce que je vous propose de faire cette fois-ci, c'est d'utiliser le clavardage, d'y aller avec vos questions, vos réflexions, vos coups de cœur, vos interrogations, vos souhaits, vos vœux. Et on va ramasser tout ça dans une discussion dans les dernières minutes de l'atelier ce matin. Voilà. Donc, si on regardait notre session d'hiver ou notre année scolaire, puis qu'on essayait
de voir à rebours comment se placent les choses en regardant au plus loin d'abord. Qu'est-ce que j'ai à faire en bout de piste? Lorsque le calendrier scolaire va me dire c'est fini, qu'est-ce que j'aurai à faire? Bien, j'aurai à poser un regard critique, à faire une évaluation de l'apprentissage, c'est-à-dire à exercer mon jugement professionnel. Peut-être que dans votre milieu, cette expression jugement professionnel est plus ou moins galvaudée. On l'a servi à toutes sortes de sauces. J'aimerais ça qu'on vienne à son sens premier dans le processus d'évaluation des apprentissages, c'est-à-dire donner un coup de son à un moment précis, puis dire, ah, mon élève, mon étudiant est rendu à tel niveau dans le développement de ses compétences. Mais pour être capable d'arriver à porter un jugement le plus éclairé possible, il faut en amont avoir mis en place dans son cours, dans sa classe, une espèce de culture où l'évaluation, c'est un moment d'apprentissage. L'évaluation, c'est un accompagnement de l'apprentissage. Je pense que c'est le vrai sens à redonner à ce qu'on appelle évaluation formative. L'évaluation formative n'étant pas ce moment de pratique de l'examen, ça c'est apprendre à passer des examens. Ce n'est pas un examen qui compte pour pas beaucoup. Oh, c'est pas grave, c'est juste informatif. Tu traînes ce boulet-là jusqu'au bulletin, mais c'est pas grave, c'était juste 5 de la note finale. Non, une évaluation qui accompagne l'apprentissage. Et c'est écrit en petit en dessous, là, ça suppose une rétroaction continue. Pour être capable de mettre ça en place dans ma classe, en amont, j'aurais choisi des stratégies d'enseignement efficaces. Bon, je fais une parenthèse ici, là. On a un atelier de, je pense, 1h30 juste sur l'enseignement efficace. Et puis là, je viens de finir la lecture du livre sur l'enseignement explicite dans la francophonie de M. Bissonnette et consorts à l'UQAM, sur les presses universités du Québec. J'en aurais une autre 1h30 probablement à ajouter là-dessus. Je vous lance ça en vrac. Si ça vous interpelle, si ça vous intéresse, on s'en reparle. Mais avant ça, sur la ligne de départ, à partir de maintenant, répondre à la question suivante, qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent? C'est ça l'intention pédagogique, dans le fond. L'intention pédagogique, ce n'est pas qu'un plan de cours, ce n'est pas qu'une table des matières, ce n'est pas que le menu du jour. C'est l'affirmation claire et nette à mes élèves, quel que soit le niveau auquel j'enseigne. On peut s'adresser aux tout petits et leur dire aujourd'hui, d'ici la récréation, vous serez en mesure de. C'est ce travail intellectuel qui est requis par nos élèves pendant que nous, on donne le cours. Moi, j'avais l'impression, dans certaines de mes classes, de travailler plus fort que mes élèves, jusqu'à temps que j'arrête de courir en arrière de la planification pour passer le plus de contenu possible et ne pas arriver en retard à la fin de l'année. J'étais tellement essoufflé. Au lieu de ça, je me suis dit, à la fin de la séquence, une séquence d'une certaine période de temps, ça peut être un cours, ça peut être une semaine, ça peut être un projet, ça peut être une étape, ça peut être une session, évidemment. Mes élèves seront en mesure de. Et là, je complète la phrase avec un verbe à l'infinitif et je la communique aux élèves, cette phrase-là. C'est à eux que ça s'adresse. Je raconte tout le temps l'anecdote de l'étudiant qui s'est levé en retard. C'est un cours de 3 heures qui commençait à 8-9 heures le matin, puis il est passé tout droit. Il arrive à la pause. Tout le monde est dans le corridor. Alors là, il va voir ses amis et il dit « Hey, je suis vraiment arrivé en retard ce matin. J'ai manqué toute la première moitié du cours. Qu'est-ce qui s'est passé? » Et là, il y en a un de la gang qui lève les yeux de son cellulaire et qui dit « Oh, rien. Le prof, il a juste parlé. » Le prof, il a juste parlé. Moi, je me désarme à préparer mon cours, à monter une présentation, un diaporama, peut-être un support visuel, des notes, des lectures, puis je prends 2 bons cafés avant de partir, puis je donne le meilleur show possible. Le prof a juste parlé. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas dit à mes élèves ce qu'ils avaient à faire comme activité intellectuelle pour apprendre pendant que moi, je transmettais des contenus. Je ne leur avais pas dit à la fin du cours ou à la pause, vous serez en mesure de. Et évidemment, je n'avais pas pris le temps, juste avant la pause,
prendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes maximum pour leur demander, hey, en passant, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes maintenant effectivement en mesure de... Et là, les élèves auraient pu se positionner par rapport à l'intention pédagogique. Ah oui, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai appris? Est-ce que je suis rendu où je suis attendu? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour se ramener sur la voie? Cette phrase passe-partout pour formuler son intention pédagogique doit être complétée par un certain verbe qui fait référence à une certaine habileté cognitive. Alors là, je vais vous ramener dans vos classes de didactique, lorsqu'on était dans les facultés d'éducation, à un article qui est paru en 1956 sous la plume de Benjamin Bloom, qui est un psychologue, et qu'on a appelé plus tard l'échelle des habiletés cognitives de Bloom, ou pour faire plus court, la taxonomie de Bloom. Parce que la taxonomie, c'est juste une échelle. Mais j'aime bien la présenter, cette échelle, sous la forme d'une pyramide. Parce que la base est absolument nécessaire. J'espère qu'on est enfin sorti du débat entre connaissances et compétences, comme si l'enseignement, le développement des compétences allait évacuer les connaissances. Ce n'est pas du tout ça l'enjeu. Les connaissances forment, on va le voir tantôt, la base de ce qu'il faut pour attaquer des tâches cognitives plus élaborées. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est s'assurer que les connaissances sont vraiment maîtrisées pour être capable de soulager là, cognitivement, là, que la charge cognitive soit tout légère pour que nos étudiants, nos élèves soient capables d'attaquer des tâches plus complexes. On peut, là, bon, l'échelle, vous le savez, là, ça organise l'information de la simple restitution, la réponse attendue, jusqu'à la manipulation complexe de concepts. Moi, je trouve la pyramide importante, mais ce n'est pas un ordre chronologique obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait demander à l'élève d'évaluer, mettons, évaluer la meilleure option, ce qui le forcera à retourner aux connaissances et à leur compréhension selon la tâche exigée. Donc, il y a une progression non linéaire, des allers-retours nombreux souhaitables. Donc, on pense à ça quand on est en train de rédiger notre intention pédagogique ou de la dire à nos élèves dans des mots qu'ils vont comprendre. Et une fois qu'on a choisi un certain étage de la pyramide, en toute cohérence, vont apparaître les critères d'évaluation. Ce qui serait aidant, ce serait de les donner d'entrée de jeu, nos critères d'évaluation. Si on fait de l'évaluation critériée, parce qu'on évalue des compétences, on est à l'étage mauve là, de l'application ou plus haut, on a besoin d'outils en cours de route pour dire à nos élèves s'ils ont atteint minimalement ou pas encore le seuil de réussite attendu. On a besoin d'une marge de manœuvre en quelques teintes pour dire à nos élèves, ça va bien, il y a ça à corriger, etc. Donc, pour maintenant, tout le temps, mettre cette évaluation comme accompagnement des apprentissages. Vous manquez peut-être d'inspiration pour formuler l'intention pédagogique. Pensez au prochain cours que vous allez donner. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être au retour de la relâche. Prochain contenu que vous allez aborder. Essayez de formuler, là, si vous avez de quoi prendre des notes, à la fin de cette séquence, de ce projet, de cette semaine, de ce cycle horaire, si vous marchez en cycle horaire, mes élèves seront en mesure de... Et là, on vous offre, allez voir dans le clavardage, on vous offre 2 banques de verbes pour vous aider à compléter la phrase de l'intention pédagogique. Tout d'abord, ce document de M. Trussard qui a été publié par le réseau des répondantiques de la Fédération des cégeps. On a déplié la pyramide bien à plat. Ça se lit de gauche à droite, donc la base est à gauche, les tâches plus complexes à droite. Vous avez un résumé dans le haut là, des différentes caractéristiques pour rappel, mais vous avez des exemples de verbes d'action sur l'avant-dernière ligne ici et les critères d'évaluation qui logiquement découlent de cette intention pédagogique qui sont indiqués dans le bas du tableau. Si vous trouvez que la banque de verbes est un peu mince,
je vous propose plutôt ce catalogue publié par le Bureau de l'enseignement de l'Université Laval. Cette fois-ci, un document de 2 pages. On vous donne le lien encore dans le clavardage, où vous allez trouver, ça se lit de haut en bas cette fois-ci, vous allez trouver les premiers niveaux dans le haut de la page 1, caractéristiques du niveau, puis là, on en donne des verbes d'action pour compléter notre intention pédagogique. Vous avez un beau catalogue. Sur la 2e page, vous allez trouver une liste de verbes pour les étages supérieurs de notre fabuleuse pyramide, pour les tâches les plus complexes. Et tant qu'à viser cette cohérence-là entre l'intention pédagogique et finalement notre jugement professionnel, on va voir apparaître, encore là, en toute cohérence, des éléments pour construire les questions et donner des consignes ou des contraintes à nos élèves. J'attire votre attention sur le jeu de mots, malheureusement intraduisible à gauche de mon image. Dans le jeu de l'école, puis les élèves qui arrivent peut-être au cégep ont quand même une 12aine d'années d'expérience dans le jeu de l'école où ils savent qu'ils doivent donner la réponse qui est attendue parce que c'est souvent ça qui leur a permis de ramasser des points. On fait beaucoup, a lot, de ces tâches de bas niveau, low order thinking skills. Il y en a beaucoup de ça dans nos activités, dans notre classe, alors qu'on devrait amener nos élèves vers des tâches plus hautes. En anglais, high order thinking skills, c'est-à-dire des tâches cognitives de haut niveau. Bref, assurez-vous de formuler une intention pédagogique limpide avant de commencer l'enseignement d'un contenu, puis partagez cette intention-là à vos élèves. Moi, j'ai le temps pour une petite anecdote. J'insiste tellement sur la formulation claire et précise de l'intention pédagogique. C'est parce que dans ma carrière de conseiller pédagogique sur le terrain, j'ai vécu des histoires vraiment plates d'enseignants qui étaient découragés, qui étaient catastrophés parce que ça ne fonctionnait pas, parce que les élèves n'apprenaient pas, parce que les activités ne levaient pas au niveau où ils l'espéraient. Et en grattant, la cause de tous ces problèmes était invariablement un problème avec l'intention pédagogique, soit dans sa formulation. Des fois, il n'y en avait même pas. Des fois, il n'était pas communiqué aux élèves. Les élèves qui mettent beaucoup de temps sur des projets à enjoliver le contenant, mais qui n'ont pas de contenu, n'étaient pas bien informés de l'intention pédagogique. Ça arrive souvent. L'intégration des technologies pour créer un effet wow dans la classe, sur un projet emballant qui va nous amener dans le futur sans intention pédagogique claire, ça mène la plupart du temps à soit des problèmes, soit des gros échecs. Donc, vérifiez en fin de séquence ou en fin de cours si vos élèves ont l'impression d'être compétents. Mesurez leur niveau perçu de compétence. C'est un levier de motivation. Effectivement, être en mesure d'atteindre l'objectif que vous avez communiqué. Quand l'élève se trouve compétent, là-dedans, il vit du succès, ça le motive. On a un autre atelier sur la motivation. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais on y reviendra au besoin. Deuxièmement, il faut choisir, en toute connaissance de cause, d'appliquer des stratégies d'enseignement efficaces. Pendant l'enseignement forcé à distance, tout le monde, pendant la pandémie, tout le monde a été obligé de raccourcir, de synthétiser, d'être concis, de morceler les tâches, toutes des bonnes pratiques qui ont tout intérêt à faire les bases de l'enseignement à distance, mais les bases de l'enseignement tout court. Si vous enseignez en personne, ramenez ces bonnes pratiques-là dans votre salle de classe avec une petite phrase extraite d'un très vieil article. Ça fait 35 ans que c'est publié par un monsieur qui s'appelle Barak Rosensheim. Et Rosensheim s'est intéressé aux pratiques efficaces d'enseignement. Aujourd'hui, il est cité comme un précurseur même dans le livre dont je vous parlais tantôt sur l'enseignement explicite. On dit « Ah oui, Rosensheim, dans les années 80-85, il parlait déjà de ça. » Puis lui, il disait « Les enseignants efficaces commencent leur cours par l'énoncé de leur intention pédagogique. »
Pendant quelques années dans ma carrière, j'ai été titulaire au primaire. J'avais l'habitude de mettre le menu du jour au tableau pour situer mes élèves dans le temps. L'année que j'ai enseigné en deuxième année, il fallait mettre clairement, là, on fait ça, là, c'est la récréation, là, c'est le dîner, parce que j'avais tout le temps des élèves qui, à la récréation du matin, faisaient leur sac pour s'en aller chez eux. Tu sais. Il fallait les situer dans le temps. Et ce faisant, je ne leur disais jamais ce que je voulais qu'ils apprennent. Je fais le test avec mes propres enfants aujourd'hui, souvent. Ils doivent être écœurés de m'entendre. Leur demander au souper, qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? Répondre rien. Là, on creuse, là. Puis ils finissent tout le temps par se rappeler quelque chose. Est-ce qu'on leur a dit qu'est-ce qu'on attendait d'eux au niveau du travail cognitif? Et ensuite, est-ce qu'on a choisi de mettre en œuvre des stratégies d'enseignement efficaces? Je mettais 10 secondes pour vous laisser les lire. Sylvain, si je peux me permettre, il y a une question de Mme Bourgeois pendant que les gens lisent. Qu'est-ce qui pourrait C'est distinguer une exactement ce que intention j'étais en train de pédagogique? lire. Oui, Pardon? j'ai en train de lire. Qu'est-ce qui distingue l'intention pédagogique d'un objectif d'apprentissage? Merci, Robin. Oui. Il y a dans les documents officiels des plans cadres ou des programmes de formation ou d'autres noms dans les autres provinces au Canada, des grands objectifs qui, j'espère, sont formulés de façon à ce qu'ils soient mesurables, atteignables par les élèves à un niveau donné. Des lignes directrices. Alors que l'intention pédagogique, c'est le chantier auquel je m'attaque pour une petite période de temps. Un cours, par exemple, ou un projet. Quand j'enseignais en art au secondaire, j'avais des projets qui duraient 7, 8, 10 périodes. Et j'avais une intention pédagogique pour ce projet-là. Donc, l'objectif d'apprentissage est très large. On voit, par exemple, si vous enseignez au primaire ou au secondaire, le libellé des compétences dans le programme pour une matière donnée. Rendu au cours 3, 4 de mon projet de 10 sur 10 cours, les élèves rentraient dans le local en me demandant « Est-ce qu'on continue le projet aujourd'hui? » Puis si je leur dis juste « Oui, continuez le projet », je n'ai pas formulé d'intention pédagogique. Parce qu'un élève pourrait avancer son projet d'une virgule, puis aller jaser avec ses amis pour le reste de la période, puis il aurait quand même avancé le projet. Il faut que je donne un objectif en le formulant d'une certaine façon à impliquer l'élève dans le travail, cognitivement, idéalement. C'est ce qu'on va appeler une intention pédagogique. Après ça, comme là, je fais référence aux travaux de recherche ou à ce qui se passe dans les facultés d'éducation. Si on veut établir notre champ de compétences et notre champ de recherche, on va commencer par s'entendre sur les mots et à faire quelques définitions. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Alors, commençons grossièrement, ce n'est pas péjoratif, avec cette distinction-là entre un objectif que je considère comme plus général, ligne directrice, et l'intention pédagogique, qui est le travail précis sur lequel on va rétroagir et évaluer en cours de route. Chacun de ces pavés-là, je disais tantôt, on a un atelier juste là-dessus, là. Chacun de ces éléments-là peut faire l'objet d'un choix réfléchi, un élément qu'on veut voir s'améliorer dans notre pratique comme prof. Par exemple, un enseignant peut penser qu'il pose des questions régulièrement à ses élèves. Mais si il dit à sa classe, est-ce que quelqu'un a des questions avant que je continue? Et que là, qu'il prend pour acquis que tout le monde a compris parce qu'il n'y a pas de questions, il y a un problème. L'enseignement efficace, c'est choisir des éléments, puis une fois qu'on a choisi un élément, on cherche la meilleure pratique dans cette catégorie-là.
On pourrait revenir là-dessus, juste sur le fait de poser des questions, de laisser un temps de réflexion à nos élèves, d'interpeller des élèves, de communiquer avec eux, de guider leur pratique. Souvent, on est allé, je vais prendre un exemple en didactique des mathématiques, on va beaucoup trop souvent directement à la symbolique, au mode symbolique, surtout avec nos plus vieux, fin primaire, secondaire. Et on ne revient pas à ces modes imagés ou à ces modes concrets, encore mieux, pour placer les bases, modéliser, vérifier s'ils ont compris avant d'en ajouter une couche. Et fournir un étayage, ça veut dire une espèce de structure, un échafaudage autour de l'élève, le temps qu'il soit autoportant. Après ça, on l'enlèvera et on le laisse ça travailler de façon autonome. Si on enlève ça trop vite, soit qu'il prend des mauvais plis, soit que tout s'écroule. Favoriser la pratique autonome et récupérer de façon espacée, c'est un principe fondamental, neurodidactique à mettre en place dans sa pratique, dans sa classe. Dites à vos élèves que lorsqu'ils font des apprentissages, leur cerveau se modifie. Il y a des nouvelles connexions qui se forment. C'est formidable avec l'imagerie, les outils d'imagerie qu'on a aujourd'hui. On voit les petits filaments se connecter ensemble comme des petites racines. Wow! 2 neurones se connectent. Cette connexion neuronale-là, au début, elle est fragile, mais elle peut être consolidée par la répétition. Dites à vos élèves que cette connexion-là, c'est comme un sentier en forêt. Ça demande énormément d'énergie, marcher dans plein bois. Il y a plein d'obstacles. On dépense beaucoup d'énergie pour passer du point A au point B, mais si on marche dans le sentier, c'est très facile. Cependant, il faut passer de temps en temps dans le sentier pour entretenir le sentier. Mais il faut rester là autour de nos élèves. Un autre exemple en mathématiques, j'enseigne l'algorithme de la soustraction ou de la division. Je donne 50 exercices à mes élèves. Et là, j'ai un élève qui avance de façon autonome trop vite et il commet 50 erreurs de suite. Il pratique 50 fois la mauvaise façon, puis il arrive 50 fois la mauvaise réponse. Il a tracé une autoroute dans sa forêt qui mène à une mauvaise réponse. Il faut intervenir le plus tôt possible pour arrêter ça, puis dire à notre élève, ne pratique pas tes erreurs. Tu es en train de faire un mauvais sentier dans ta forêt. Là, on ne peut pas faire pousser les arbres. Fait que là, on arrête ça tout de suite et on va plutôt créer le meilleur sentier possible à côté. On va faire l'algorithme de la bonne façon pour arriver à la bonne réponse avec les bonnes stratégies, parce que ton cerveau, il ne sait pas c'est quoi une mauvaise réponse. Ton cerveau, il a besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est une bonne réponse. Et là, le cerveau va emprunter, par souci d'économie d'énergie, le sentier le plus évident. Fait que si tu as laissé ton élève s'enliser 50 fois dans la mauvaise affaire, il faudrait qu'il en fasse 75, 100 de la bonne façon, à côté, pour que ça devienne le sentier principal, la connexion neuronale la plus consolidée. Après ça, on se demande pourquoi ils sont découragés. Donc, dans cet esprit-là, d'être le plus efficace possible. Ah oui, absolument, Stéphanie, on utilise beaucoup cette métaphore de la forêt à tous les âges. Tout le monde comprend ça. François Guitté, lors de la semaine de la FAD l'année passée, une conférence, mon Dieu, très inspirante. Et à un moment donné, il citait Blumengarten qui disait « Hey, les technologies ont donné une voix aux étudiants les plus silencieux, ceux qui ne veulent pas s'exprimer en classe, ceux qui sont trop gênés, ceux qui ont peur du regard des autres, ceux qui ne sont pas sûrs de leur coup, ceux qui sont perfectionnistes et qui ne veulent surtout pas se tromper. Il y en a plein comme ça qu'on n'entend pas. Pourquoi ne pas utiliser les forums, les forums vidéo, les systèmes de communication numérique pour donner une voix à ces étudiants ou à ces élèves-là qu'on n'entend jamais? Un autre élément à ramener après 2 ans de pandémie ou de formation à distance plus ou moins forcée dans nos bonnes pratiques. Et si vous faites de votre quotidien de la formation à distance, bien, capitalisez sur ce bel avantage-là. Voici une belle façon d'intégrer techno dans notre cours, ce qui nous amène à la question, est-ce que évaluer pour apprendre, ça revient à évaluer tout le temps? J'ai réservé les 10 prochaines diapositives à la preuve que oui, on peut évaluer tout le temps. Je n'ai pas dit corriger tout le temps.
Il y en a qui voyaient leur pils augmenter de même. Là. Non, je n'ai pas dit corriger tout le temps, j'ai dit évaluer tout le temps. En fait, je vais vous démontrer qu'on devrait évaluer tout le temps. On va d'abord s'entendre sur les types d'évaluation. L'évaluation diagnostique qui sert l'apprentissage et l'enseignante en premier lieu. Ça va nous aider à poser un diagnostic sur un groupe d'élèves. Je vais y revenir dans quelques instants, mais avant, je m'attelle à vous convaincre de l'utilité très importante d'évaluer tout le temps, surtout lorsqu'on fait de l'évaluation en tant qu'apprentissage, l'évaluation qui accompagne l'apprentissage. C'est le vrai sens à donner, disais-je, à l'évaluation réellement formative. Cet état d'entraînement du cerveau qui donne des résultats parce qu'on se force à récupérer en mémoire. Alors, retenez ça, la récupération en mémoire, c'est une activité intellectuelle des plus efficaces pour apprendre. Alors là, je dis à mes élèves, on est comme au gym, on va suer du cerveau, on va s'entraîner, on va se mettre dans une situation de test. Ce n'est pas la finale du 100 mètres, c'est un entraînement pour courir le 100 mètres. On va suer, on va travailler, mais ce n'est pas grave si on ne fait pas le meilleur temps possible. On est en train d'apprendre et s'élever en compétences. Puis là, on prend vraiment la posture du coach, là, de l'entraîneur qui veut améliorer la performance de son équipe, faire que son athlète fasse mieux en observant et en analysant ce qui n'a pas bien été au préalable ou dans les activités antérieures. La récupération en mémoire, c'est ce moment où on dit à nos élèves, prenez une feuille blanche et là, allez-y, par liste de points, par mots-clés, par dessin, par schéma heuristique, par carte conceptuelle, par ce que vous voulez, jetez sur le papier tout ce dont vous vous souvenez sur un sujet donné. Récupérer en mémoire, ça veut dire dans sa tête. On va sortir ce qu'on a stocké je fais ça comme ça parce que ça se passe en arrière de la tête, là, en arrière du cerveau, pour le mettre sur le plan de travail pour commencer à travailler. Il y en a qui disent « ça prend les ingrédients avant de faire une recette. » Attends une minute. Avant de faire une recette, ça prend un comptoir dégagé et propre, un bon couteau, une planche à découper. C'est la première affaire que ça prend pour faire une recette. Après ça, on verra pour les ingrédients. Installer le plan de travail, récupérer en mémoire. Pas dans la tête du voisin, pas sur Google, pas dans le livre, dans sa mémoire. Et dites à vos élèves que c'est difficile, surtout s'ils ne l'ont jamais fait. C'est comme arriver au gym pour un premier entraînement, surtout le matin. C'est difficile de se mettre en mouvement. C'est difficile de récupérer en mémoire. Puis là, on est devant à la page blanche, puis le premier réflexe, c'est peut-être « je me rappelle de rien ». Mais ce n'est pas vrai. On se rappelle de quelque chose, puis en commençant à le travailler, il y a d'autres morceaux qui vont s'attacher. Après ça, on peut en parler avec un collègue, avec des collègues pour compléter notre schéma. Mais il y a un premier moment où on doit le faire tout seul, récupérer en mémoire. Et finalement, il y a l'évaluation de l'apprentissage, l'évaluation sommative. Et là, attention, là, s'il y a encore de la confusion chez vous entre le mot sommatif et l'opération arithmétique somme, il faut absolument départager ça. L'évaluation sommative, c'est le coup de sonde final qui fait état du niveau de compétence de l'élève à un moment donné. La somme, c'est additionner des points. Mais moi, je suis prof, je ne suis pas comptable. Mon travail, ce n'est pas d'additionner des points, des notes. Ce n'est pas de dire à l'élève, il s'est planté au premier test, il va traîner ça dans la pondération jusqu'à la fin, puis dans son bulletin, ça va paraître qu'il n'est pas parti à la même vitesse que les autres. Ce n'est pas ça mon travail, ce n'est pas ça le jugement professionnel. Donc, l'évaluation sommative. Oh, André, bonne question. J'ai vu clignoter la question du coin de l'œil. Si j'ai le temps, si j'ai le temps, j'y reviens. Merci de le soulever, par exemple. Revenons donc sur la première sorte d'évaluation, cette évaluation au service de l'apprentissage. Je sais que vous êtes en train de lire le diagramme à côté. Là. Je vous accompagne. Intention pédagogique. On part de là, on est en haut, première case. Je veux que mes élèves soient en mesure de, dans un temps donné. Si vous ne connaissez pas les objectifs SMART, formulez vos objectifs avec vos élèves en utilisant cet acronyme SMART. Googlez ça, vous allez trouver tout de suite. Ensuite, j'installe dans ma classe un test diagnostique et je dis à mes élèves
que je fais un test pour moi, pour savoir s'ils sont prêts à recevoir la suite des choses. En fait, ce n'est pas tout à fait ça que je fais. Un test diagnostique, ça sert à évaluer le risque. Je veux savoir si mes élèves sont à risque d'utiliser des stratégies inappropriées, à risque de commettre des erreurs, à risque d'arriver à la mauvaise réponse. C'est ça que je veux évaluer. Si mes élèves sont à risque, je suis dans la branche jaune, je constate que les stratégies ne sont pas bonnes, que les connaissances sont trop faibles. Ça arrive avec des élèves débutants de tous âges. Risque d'erreur élevé, il faut que j'utilise des approches passives. Approches passives qui ont eu très mauvaise presse parce qu'on a pensé, à un moment donné, c'était une mode, que les pédagogies actives de la découverte étaient plus efficaces. Mais sans base, sans connaissance, à risque élevé de se tromper, on pratique des mauvaises connexions neuronales. Laissez pas vos élèves découvrir par eux-mêmes puis dire n'importe quoi, ils consolident des erreurs. Faites pas faire des recherches à vos élèves puis leur demander une présentation orale sur des animaux. On faisait ça au primaire. Si on n'a pas pris le temps de bien vérifier les informations, les sources, puis d'apprendre à apprendre, ils vont dire n'importe quoi et consolider ce n'importe quoi-là. Si vous constatez après votre examen diagnostic que les stratégies sont bonnes, que les bases sont assez solides, risque d'erreur faible, là, c'est le temps, allez-y avec des approches actives qui sont des approches très efficaces pour apprendre. Je nomme ici l'élaboration d'explications. L'élaboration d'explications. Demandez à l'élève d'élaborer sur son explication du pourquoi, du comment il est arrivé à telle ou telle chose, de construire lui-même des problèmes et leurs réponses. L'approche active, très efficace. Ça marche juste si l'élève n'est pas à risque de se tromper. Alors, une fois que vous avez fait votre évaluation du niveau de risque, choisissez les approches. Je vous en jette en vrac, là. Les approches passives. Faire lire un texte, OK, mais donner une intention de lecture à vos élèves. Sinon, ils lisent le texte ou ils ne lisent pas. Et là, ils ne savent pas à la fin qu'est-ce qu'ils ont lu. Mais là, ils ont appris le jeu de l'école. Fait que là, il y en a qui sont perfectionnistes ou qui ne veulent pas se faire piéger. Et là, ils prennent leur surligneur et ils commencent à surligner des choses qui leur semblent importantes avant de savoir à quoi ça sert le texte. Là, ils surlignent des affaires. Parce qu'ils savent que d'habitude, des questions vont dans ce sens-là. Puis à un moment donné, la feuille se ramasse. Ils utilisent le surligneur comme certains utilisent le rouleau pour peinturer le mur. Tu sais, il y a du jaune, rose, vert, bleu, fluo partout. C'est inefficace parce qu'il n'y a pas d'intention. Donnez-leur avant de commencer la lecture. Même chose pour les lectures imposées si vous êtes au collégial. On a un atelier là-dessus si ça vous intéresse. Écrire, surligner, relire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour apprendre, mais c'est absolument nécessaire si on est dans la branche jaune de mon arbre de décision. Suivre un exposé magistral, c'est-à-dire le prof donne le spectacle puis les élèves écoutent. C'est bon si on est avec des élèves à risque. C'est bon. Mais il faut prendre le temps de réviser les apprentissages précédents. Il faut ajouter la nouvelle matière en petits morceaux. Il faut modeler en expliquant ce qu'on fait. Il y a un article sur le blog Partant en clair, ça vient de me revenir en mémoire, qui est paru il y a quelques semaines sur l'enseignement de problèmes résolus en mathématiques ou autres. Allez voir ça. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va le trouver, il va le mettre dans le clavardage. Pratique guidée, donc, pour finalement arriver à une pratique autonome. Ça c'est une façon intelligente d'utiliser l'exposé magistral. Là, quand vos élèves sont plus à risque, allez-y avec des approches actives. Donc, on était à se demander, est-ce qu'on doit évaluer tout le temps? Puis qu'est-ce que c'est ça, cette évaluation en tant qu'apprentissage? Puis là, on va arriver dans la rétroaction. La rétroaction, là, c'est ce moment où je parle à mes élèves, j'écris à mes élèves, je circule dans la classe et j'interviens avec les élèves. Mon but, là, c'est de les empêcher de pratiquer de mauvais sentiers. Donc, il faut que je leur dise en tout temps où est-ce qu'ils sont, puis où est-ce qu'ils doivent aller. Où est-ce qu'ils sont? C'est quoi ça? Situer l'élève par rapport aux attentes, ça veut dire j'ai présenté la grille d'évaluation critériée dans un langage que les élèves peuvent comprendre
avant toute chose, avec mon intention pédagogique. Et là, je dis à mes élèves, oh, parce qu'on utilise le même jargon quand on communique, là, ah, j'ai la preuve ici d'un bon coup. Je repère des éléments de qualité dans ton travail, ce qui te situe, mettons, au niveau 3, sur une échelle de 5, par exemple. Et pour passer au niveau supérieur, il faudrait que tu améliores ceci, cela. Donc, ma rétroaction se passe en 3 temps, mais j'ai beaucoup d'élèves. Il faut que je sois efficace dans mon intervention. C'est pour ça que je le fais en 3 étapes simples et faciles. Qu'est-ce que l'élève a fait comme bon coup? La rétroaction porte sur la production de l'élève, hein, pas sur l'élève. Je ne parle pas de l'élève. Et dans ma culture de classe, je fais très attention à dire à mes élèves que je vais commenter leur production. Mais ce n'est pas parce que leur production a des failles, des problèmes, que je ne les aime pas. Il n'y a aucun rapport entre dire à l'élève que sa production n'atteint pas le seuil de réussite et aimer ou pas l'élève. Il faut vraiment discriminer ça parce qu'il y a des élèves qui, quand ils reçoivent une rétroaction négative, donc ils se font dire que leur prédiction n'est pas bonne, ils pensent que c'est parce que le prof ne les aime pas. Tout part du lien avec nos élèves. Donc, les bons coups, les situer par rapport aux attentes, puis sur quoi l'élève doit mettre son énergie, les combats à mener. Puis avec nos élèves les plus faibles, il faut leur dire dans quel ordre faire ces choses-là, choisir les combats à mener à leur place, parce que nous, on est des maîtres de planification, on sait où est-ce qu'on veut éventuellement les amener. Je prends à Jacques Coul l'acronyme USB pour qualifier ma rétroaction. Lorsque j'ai donné de la rétroaction à mes élèves, est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Et voici 3 questions faciles pour... je vais en ajouter une 4e après, mais 3 questions faciles pour savoir si vous faites une bonne rétroaction. Est-ce que ça a permis à l'élève de s'améliorer? Oui, tant mieux, la rétroaction est utile. Utile, comme dirait Jacques. Est-ce que la rétroaction porte sur un point précis? Tant mieux. Si oui, c'est super, elle est spécifique. US. B, est-ce que vous transmettez la croyance très forte à vos élèves que la réussite est possible? Est-ce que vous travaillez dans une idée de mentalité de croissance, une conception dynamique de l'intelligence, growth mindset, selon l'auteur Carol Dweck, une autre psychologue américaine? Si oui, tant mieux, c'est bienveillant. Puis la 4e chose, cette rétroaction-là, cette 4e caractéristique, elle devrait être immédiate, pendant que c'est encore le temps d'apprendre. Est-ce qu'on devrait évaluer tout le temps? On a fait de la recherche là-dessus et on a découvert que le nombre de récupérations en mémoire est lié au taux de réussite et au niveau de rétention de l'information. Regardez à gauche le graphique. On remarque qu'à chaque fois qu'on teste, on se met en situation de test, on s'entraîne, on augmente de façon à peu près constante les résultats de 15% à chaque fois. C'est le point dans le milieu qui suit la courbe. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'écart entre l'élève le plus fort et l'élève le plus faible. Regardez le haut et le bas de chacun des traits. Et regardez à quel point, après 5-6 entraînements, il n'y a plus d'écart entre les individus. Tout le monde est bon. L'écart entre les individus diminue en fonction du nombre d'entraînements. Et quand est-ce qu'on les fait? C'est... Laurie, juste un... Oui, je vois clignoter. De dire les bons coups, dire à l'élève où est-ce qu'il se situe, puis qu'est-ce qu'il peut faire pour passer au niveau supérieur. Répartir tout ça dans le temps. C'est une des stratégies d'enseignement efficace dont j'ai parlé tantôt, espacer les répétitions. Bon, on va combiner la répétition espacée, les cartes éclairs, puis les schémas heuristiques qui permettent de maintenir l'élève, l'étudiant à un certain niveau de réussite de façon durable. Alors, l'étude ici, c'est portée sur l'apprentissage d'un paquet de cartes éclairs. Et là, on a défait des mythes avec cette étude-là, c'est formidable. On a séparé les paquets de cartes, les cartes en paquets, pardon, puis on a dit à certains groupes d'élèves, vous allez étudier le premier paquet, après ça, le 2e paquet, après ça, le 3e paquet. Après ça, le 4e paquet, puis on va faire des tests. Après la 4e journée d'études. Et quand vous allez étudier le paquet, vous allez répéter le paquet, vous allez avoir un certain nombre de fois travailler chacune des questions. À l'autre groupe, on a dit,
prenez toutes les cartes ensemble, étudiez toutes les cartes. Le lendemain, étudiez toutes les cartes. La troisième journée, étudiez toutes les cartes. La quatrième journée, étudiez toutes les cartes. Ils ont passé en tout le même temps sur chaque carte, mais pas répartis de la même façon. Et ce que ça a donné, disons qu'on met le seuil de réussite à 70. On passe le test, mais on ne fait plus rien. La courbe en rouge, c'est un entraînement sans reprise. La chute est rapide, puis après un mois, les élèves ne se souviennent pas de la moitié des trucs. Si dans le jeu de l'école, on obtient la note de passage, on ne revient pas sur les apprentissages, puis on passe au cours suivant, on peut se ramasser au cégep sans avoir les bases nécessaires parce qu'on n'a pas espacé les répétitions. La courbe bleue, avec les petites vagues ici, ça représente un entraînement supplémentaire lorsque le seuil de réussite est atteint. Mes élèves se sont entraînés et là, 4 jours plus tard, je constate avec un autre test que ils vont passer en dessous de mon seuil de réussite que j'ai mis à 70 dans notre exemple. Je refais un nouvel entraînement, je repasse un test. J'ai besoin de refaire le même exercice au 9e jour. Et j'ai besoin de refaire le même exercice au 16e jour. Là, si j'arrête, j'ai une décroissance régulière et lente vers l'oubli éventuellement. Mais si, la courbe verte, je fais des entraînements supplémentaires de plus en plus espacés, j'entretiens mon sentier. Ça ne me demande pas tant de travail que ça. 5 entraînements dans le premier mois, suivi d'un seul dans les 2 mois suivants, ça a permis de maintenir le même taux de réussite. On va vous mettre dans le lien, dans le clavardage, le lien vers la conférence de Martin Riopel, que je cite en bas de l'écran. C'est fascinant, surtout quand on se rend compte qu'il y a une règle mathématique, c'est le carré du nombre de jours. Premier jour, 4e jour, 9e jour, 16e jour, 25e jour. La prochaine fois que j'ai besoin d'entretenir mon sentier, ça va être au 36e jour. Carré de 1, carré de 2, carré de 3, carré de 4, carré de 5, et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin de travailler tant que ça. Sauf que si je fais du bachotage, parce que c'est permis dans le jeu de l'école de vomir sur l'examen, ce que je viens juste de pacter dans ma tête sur le seuil du local d'examen, j'atteins la note de passage, je passe au cours suivant et ainsi de suite, et je n'ai rien retenu au bout du compte. Donc, la prochaine question, vous me voyez venir de loin. Sur quoi vont porter ces entraînements-là? Sur quoi je vais mettre l'emphase parce que je sais que ces savoirs-là, ces connaissances-là doivent être maintenus jusqu'à l'examen, jusqu'à la fin de l'étape, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du programme, toute leur carrière. Qu'est-ce qui est absolument incontournable? Quelles sont vos bases? Est-ce que vous avez dans votre cours la liste, pas celle du ministère, la vôtre, la liste des savoirs essentiels à maintenir? Quand j'enseignais à la fin du primaire, je ne pouvais pas concevoir que j'étais encore au mois de septembre à enseigner, avoir et être au présent de l'éducatif. À chaque année, à chaque niveau. Puis en secondaire 1, c'était la même histoire. Comment ça se fait? Bien, justement, si on travaille là-dessus à la rentrée puis qu'on laisse aller à la rentrée suivante, il ne reste rien parce qu'on ne l'a pas entretenu. Mais on ne savait pas à l'époque parce que ces recherches-là en neuro n'étaient pas faites. Mais là, on le sait. Alors, maintenant que vous avez votre liste d'apprentissages essentiels, ça se dit mal, ça, posez-vous 3 petites questions juste pour savoir si votre liste est bonne. Est-ce que, premièrement, l'apprentissage en question prépare vos élèves à un autre apprentissage essentiel dans votre domaine? Si oui, on peut dire que cet apprentissage-là est préalable à la suite. C'est une première bonne qualité. Deuxièmement, est-ce que c'est utile pour vos élèves dans d'autres matières ou disciplines? Oh! J'ai lu récemment que les compétences transversales, c'était une vue de l'esprit, mais il y a des savoirs qui sont transférables. Deuxième qualité. Apprentissage durable. La question ici, c'est est-ce que c'est utile pour vos élèves, après le cours, jusqu'à la fin du programme, toute leur vie, de savoir ça et de le maintenir? S'il y a des éléments dans votre liste qui sont à la fois préalables, transférables, durables, vous êtes à la bonne place, vous tapez sur le bon clou.
ce qui nous mène à l'évaluation sommative, ce qui nécessitera des grilles d'évaluation critériées. On a un atelier là-dessus pour la construction de grilles. Je n'ai pas le temps de faire ce point-là aujourd'hui, mais à la question « Est-ce qu'une note reflète toujours l'atteinte d'une compétence ?» je vous suggère la lecture d'un article d'une collègue, Catherine Réaume, qui a publié récemment sur Éductive, dans le blog d'Éductive, « Notez-moins pour évaluer mieux », une petite synthèse de ce que c'est le ungrading, comme les anglo-saxons l'appellent. On vous met la référence dans le clavardage, vous irez voir ça. Toujours pertinente à lire, cette Catherine. Voilà. Oui, André, exactement. On en reparle dans l'atelier sur l'enseignement efficace de cette zone proximale de développement. Une vieille idée, hein? Zukowski a écrit ça il y a quelques semaines déjà. Mais dans un certain contexte, oui, c'est absolument toujours d'actualité. Le jugement professionnel, on y arrive finalement au bout de 2 ans de travail, de rencontre, de réflexion, de lecture, de recherche. Je me suis dit, je pense que je vais résumer mon propos. Et là, je me suis fait vraiment avoir parce que je me suis enregistré à l'écran en train de montrer ma petite arborescence de qu'est-ce que c'est ça le jugement professionnel, juste pour résumer mon idée. Et là, je suis arrivé au maximum de temps permis par l'application sur laquelle je m'enregistrais, puis je n'avais pas fini mon truc. Fait que là, au lieu de faire en plusieurs épisodes, j'ai été obligé de me ramasser, de synthétiser mon idée. Et j'ai fait l'exercice vraiment plusieurs fois. Et ça, c'est un projet formidable à faire avec vos élèves. J'ai réussi à ramasser tout ça en 1 minute 34. Je vous propose donc cette vidéo qui résume l'essentiel du chemin de l'évaluation par ces 2 extrémités. Donc, partons de l'intention pédagogique pour se rendre en bout de piste au jugement professionnel. On vous partage le lien dans le clavardage si vous voulez réécouter cette vidéo. Le jugement professionnel de l'enseignant est basé sur son expérience professionnelle, son expérience personnelle et les preuves d'apprentissage qui peuvent être des productions, des conversations, des observations du processus. Ces preuves d'apprentissage sont analysées avec une grille d'évaluation critériée contenant des descripteurs clairs, cohérents et compréhensibles par les élèves, par leurs parents. Oh, excusez-moi, c'est moi qui ai cliqué à côté. Ou par vos coéquipiers. Les descripteurs clairs permettent de classer hors de tout doute une production d'élèves par rapport à votre intention pédagogique. Les preuves d'apprentissage, analysées avec ces grilles, permettent la rétroaction utile, spécifique et bienveillante, ce qui permet à l'élève de s'améliorer sur des éléments précis et de cultiver une conception dynamique de l'intelligence. Les grilles permettent également l'auto-évaluation avant ou après la tâche, ce qui permet d'exprimer une perception du niveau de compétence par l'élève et de l'impliquer dans le processus d'évaluation. Le tout favorise sa motivation et permet d'atteindre votre intention pédagogique. Le jugement professionnel ne porte pas sur des travaux non faits, des travaux en retard, des travaux incomplets, des comportements inappropriés. Ces éléments nécessitent des interventions particulières de la part de toute l'équipe qui gravite autour de l'élève en phase avec votre intention pédagogique. Oui, Isabelle, ça a été réalisé avec Miro, avec la fonction diaporama dans Miro. Donc, et ensuite, avec une application d'enregistrement de l'écran, Screencastify, je pense que j'ai utilisé ici, sans caméra, donc sans ma face en médaillon par-dessus, juste ma voix hors champ, comme on dit en studio. Voilà. J'ai vu beaucoup d'interventions, de questions, de commentaires. Je reviens juste un petit peu en arrière sur celui à propos de la planification de Françoise Barry
remonter à 9h54. Je pense que tout est dit là-dessus. Évidemment qu'on ne peut pas arriver dans sa classe le matin et dire « Hey, gang, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » C'est pas un camp de vacances, c'est une école. Voilà. À vous la parole maintenant. Commentaires, questions, autres points à aborder. Il reste quelques minutes, Maxime. Absolument. Premièrement, merci beaucoup, Sylvain, pour cet atelier incroyable ce matin. Je pense qu'on démarre en force ce mardi-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'atelier de Sylvain? Vous pouvez réagir avec le bouton réaction juste au bas de votre écran. Je vous inviterai aussi, si vous le voulez, à prendre la parole. Donc, on vous laisse 5 minutes, disons, 2-3 minutes pour ceux et celles qui aimeraient ouvrir leur micro. Vous pouvez lever la main. Puis, ce sera possible d'avoir le droit de parole en ce sens. On va commencer avec M. André Loisel qui a levé la main en premier. Allez-y, M. Loisel. En fait, Sylvain, super belle présentation. Tu m'as rappelé mon cours sur les théories d'apprentissage. Tu es passé quasiment de A à Z. La question, en fait, regarde, si je me réfère à la présentation de Marius Bourgeois hier, lui, il parlait en fait de laisser tomber les vieux standards, OK? Dans le fond, d'innover un peu. Puis, je ne sais pas si c'est un problème de transfert de ma mémoire à long terme. Ça se peut que ça soit Sir Ken Robinson, mais j'avais entendu un exemple où, dans le fond, un prof, tu sais, quand tu parlais du sentier puis faire 50 fois la mauvaise technique de calcul, j'avais entendu un cas où, justement, un apprenant utilisait une manière tout à fait différente de calculer, mais arrivait au bon résultat. Puis le prof, en fait, l'avait comme pénalisé ou l'avait évalué comme comme quoi il n'utilisait pas sa technique, que pour lui, c'était sa bonne technique, mais qu'à quelque part, le résultat était bon. Puis c'est là que je me pose des fois une question, est-ce qu'on devrait garder une porte ouverte sur l'innovation? Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui arrivent à d'autres pistes de solutions qui peuvent être valables aussi. Tout à fait. Surtout en mathématiques, c'est bon en sciences, c'est bon en art aussi. L'élaboration d'explications, pour reprendre l'expression de Steve Masson, c'est ce moment où l'élève nous fait une proposition. Et au niveau de l'évaluation de la compétence, je pense qu'on doit donner le fardeau de la preuve à l'élève. Le fardeau de la preuve de nous prouver, dans le fond, qu'il est compétent. Si j'ai présenté mes critères d'évaluation d'entrée de jeu avec mon intention pédagogique, si j'utilise une grille d'évaluation qui est claire, où les descripteurs sont distincts les uns des autres, si je suis cohérent avec mon intention pédagogique, si l'élève, quand je disais clair, l'élève comprend le vocabulaire et l'utilise, là, il peut dire « OK, le prof m'attend là et je vais lui prouver que je suis effectivement rendu là ». D'expérience, ça prend du temps parce que ça m'a demandé d'enseigner ma grille avant de commencer le projet. Mais comme j'ai juste 3 compétences dans ma matière, si j'enseigne au secondaire, puis que c'est tout le temps les mêmes grilles avec tout le temps les mêmes compétences, bien, je ne passe pas mon temps à enseigner la grille, je le fais une fois pour toutes. D'autant plus, dans l'exemple que j'ai en tête, comme j'ai enseigné le même cours à plusieurs niveaux au secondaire, bien, mes élèves avaient, avec le temps, parce que je reprenais les mêmes élèves, une idée très claire de ça. Qu'est-ce que ça veut dire atteindre le seuil de réussite? Qu'est-ce que ça veut dire démontrer une maîtrise de compétences? Je pense que c'est aux élèves d'avoir cette démarche-là, mais je pense qu'il y a une conversation qui doit s'installer dans notre classe. Sauf dans les cas où les élèves s'enlisent. Si l'élève dit « Oh non, je sais, je fais le calcul de tête, puis j'arrive à la bonne réponse. » Ça arrive avec nos élèves les plus forts, les élèves doués. Ils ont des algorithmes dans leur tête, des compensations, des systèmes pour arriver de façon très, très efficace à faire du calcul mental. Mais si ça dérape, s'ils prennent le mauvais chemin, on ne sait pas où est-ce que ça a déraillé, on ne peut plus intervenir. D'où l'importance de laisser des traces claires, mais ça aussi, ça s'enseigne, laisser des traces claires. Puis une fois que l'élève est capable de laisser des traces, répondre aux attentes selon la grille dont je parlais tantôt, pourquoi ne pas le laisser aller, effectivement, comme vous le suggérez? Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette réponse, ma foi, très complète. Il est 10h03, juste avant qu'on se quitte. Il faut absolument que je vous montre le sketch note que Laurie Couture a réalisé, Sylvain, pendant ton atelier.
Laurie en est à son 3e sketch note depuis le début de la semaine de la FAD. C'est incroyable ce qu'elle fait en temps réel. Elle a cette capacité-là vraiment là, d'analyse et de consigner l'information pour la résumer. Je vous partage mon écran. Moi, j'aurais besoin de la rapidement. reprise pour faire ça. Oui. Regardez bien cela. Voilà. Sylvain, tu peux commenter en temps réel si tu veux. Oui, Laurie, t'es incroyable, merci. En bas à droite, je pense que je vais finir avec ça. Succès, motivation, ça va dans cet ordre-là. On a souvent, longtemps cru que nos élèves motivés allaient réussir. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Les élèves qui ont du succès sont motivés. Le fait d'avoir une bonne note, ça m'encourage à continuer. Quand on sait ça, on commence notre année avec un truc facile où ils vont connaître du succès, comme dans les jeux vidéo, hein, le premier niveau, tu apprends à jouer puis tu réussis. Tu as des félicitations du moteur du jeu. Imaginez celui qui avait une conception fixe de son intelligence, qui pensait jamais être capable de réussir des mathématiques, par exemple, ou des sciences, puis qui arrive à la maison avec son premier petit test, son premier petit quiz, il a 100 ça s'en va direct sur le frigidaire dans la cuisine. Mon premier 100 en maths. Il est capable, dans ce cours-là, avec ce prof-là, de réussir. Vous l'avez dans votre petite poche. On est parti. C'est ça. Succès d'abord, motivation ensuite. Merci, Laurie. C'est super intéressant.